Mais tout d'abord, nous allons commencer, comme nous l'avions fait avec le HTML, avec quelques éléments de vocabulaire et avec ces trois termes, sélecteur, propriété et valeur. Alors, un sélecteur, tout d'abord, va servir à déterminer, donc à sélectionner, à quel élément un style va être appliqué. Par exemple, P est un sélecteur. Dans ce cas, cela signifie que je veux appliquer un style particulier, en fait, à tous les paragraphes de ma page web. Une propriété, donc, ensuite, sert à déterminer le style qui va être appliqué à un élément, comme par exemple changer sa couleur, changer sa taille, la police d'écriture, rajouter une marge ou une bordure, entre autres. Une valeur, enfin, donc, va déterminer le comportement d'une propriété. Pour la propriété color, par exemple, qui va servir à changer la couleur du texte, la valeur peut être blue, donc bleu, red, rouge ou green, vert par exemple. Alors d'un point de vue pratique, comment cela se présente? Donc on va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc ici, j'utilise le sélecteur P pour signifier que je vais appliquer un style à tous les paragraphes de ma page. Les propriétés sont color, donc pour changer la couleur, et font size, pour changer la taille du texte. Donc en fait, je dis que je veux changer de la couleur et la taille de mes paragraphes. Et les valeurs, donc ici, sont blue, donc bleu, et 16 pixels, donc pour la taille du texte. Alors en fait, cela veut dire que tous mes paragraphes seront en bleu et auront une taille de 16 pixels. Alors ce que j'ai écrit ici, là, tout ça, s'appelle une déclaration en CSS. Alors observez bien la syntaxe, car elle sera toujours la même quoi que vous fassiez. Un sélecteur tout d'abord, puis une paire d'accolades, et à l'intérieur des accolades, des propriétés et des valeurs, séparées donc par deux points entre la propriété et la valeur, et par un point-virgule avant chaque nouvelle propriété. Donc si vous comprenez ça déjà, c'est que vous avez compris la base en CSS. Alors donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon cette syntaxe va très vite vous rentrer dans la tête avec un petit peu d'entraînement. Alors voyons maintenant où écrire le CSS. Alors pour écrire le CSS, vous avez trois possibilités, bien qu'une seule soit en fait vraiment recommandée. Donc vous pouvez écrire le CSS soit dans l'élément head de votre document HTML, soit dans la balise ouvrante d'un élément de votre fichier HTML, ou soit dans un fichier CSS séparé portant l'extension .css. Donc, la méthode recommandée, pour des raisons de performance et de clarté du code, est d'écrire le CSS dans un fichier séparé. Cependant, vous pouvez également utiliser l'une des deux premières méthodes si vraiment vous n'avez pas le choix. Donc voyons ensemble chacune de ces méthodes, en commençant par la première, donc placer le CSS dans l'élément head d'un document HTML. Alors pour cela, moi je vais récupérer JSBin. Vous pouvez garder votre éditeur de texte si vous le souhaitez, ce sera pareil. Donc je vais récupérer ma page web. Alors n'hésitez pas à en prendre une page web différente, on va reprendre une nouvelle page HTML, il n'y a aucun problème. Le tout est que vous écriviez donc la structure minimale d'une page avec un ou deux paragraphes. Et donc je vais me placer dans l'élément head donc, de ma page HTML, donc qui est ici. Et je vais écrire donc deux balises style, donc une balise ouvrante, style, que je vais refermer immédiatement. Et à l'intérieur, donc, je vais écrire ma déclaration en CSS comme on l'a vu précédemment. Par exemple, si je veux changer la couleur des paragraphes, j'écrirai P, donc accolade, color, blue si je veux mettre les paragraphes en bleu, et point virgule. Et donc vous voyez ici que tous les paragraphes, tous les éléments de type P sont maintenant en bleu. Alors deuxième méthode maintenant, donc dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Donc je supprime ça, et je vais me placer dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Par exemple, donc dans la balise ouvrante de mon titre H1. Donc je vais cette fois-ci utiliser l'attribut style, donc toujours style mais cette fois-ci c'est un attribut, égal donc, guillemets, donc color, blue, point virgule. Et on referme les guillemets. Donc vous voyez que c'est toujours la même syntaxe, propriété, deux points et valeur, avec un point virgule. Et donc vous voyez bien que mon titre est maintenant en bleu, donc ce que j'ai demandé dans ma déclaration en CSS. Et donc maintenant, dernière méthode, on va écrire le CSS dans un fichier séparé. Alors pour cela, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier. Donc je vais revenir avec mon éditeur de texte, donc Komodo. Donc on ouvre un nouveau fichier, on va l'enregistrer donc dans le même dossier que notre page 1.html. Je vais l'enregistrer sous le nom style.html.
style.css. Je vous invite à faire la même chose. En général, les fichiers de CSS, on les appelle style.css, le fichier principal du moins. Donc je sauvegarde. Donc vous voyez bien que j'ai ma page .css. Et donc maintenant, nous allons devoir lier notre fichier HTML avec notre fichier CSS, afin que les styles donc, soient bien appliqués à la page HTML en question. Alors pour cela, donc on se retourne sur notre page 1.html, donc si on veut changer le style de la page 1.html, et donc on va rajouter une ligne de code dans l'élément head, donc on se place dans l'élément head, et on va rajouter donc link rel égale, alors là vous mettez le style du fichier, donc ici c'est style sheet, donc link rel égale style sheet, et ensuite on utilise l'attribut href pour savoir à quel fichier on fait référence. Donc dans notre cas c'est style.css. Alors là vous avez reconnu un chemin relatif, donc j'ai mis que style.css car nos deux fichiers sont dans le même dossier. Si mon style.css avait été dans un sous-dossier, on aurait dû le mentionner donc dans la valeur d'attribut href. Et donc maintenant un slash, car c'est une balise orpheline, et on referme la balise. On enregistre, et donc maintenant nos deux fichiers sont liés entre eux. Et donc on n'a plus qu'à retourner sur notre page style.css et à écrire donc nos déclarations comme on l'a vu au début, par exemple p, donc accolade, color par exemple, red pour changer un peu. On enregistre donc. Ensuite, on ouvre notre page HTML donc. Et on voit que tous les paragraphes, tous les éléments de type paragraphe sont maintenant bien en rouge. Donc vous voyez que les trois méthodes reviennent au même, mais encore une fois, donc la méthode qui est à privilégier, c'est la méthode dans une feuille de style séparée. Donc pour cette fois, je l'ai fait avec vous, avec l'éditeur de texte, mais dorénavant, je vais utiliser l'option CSS de JSBean, donc qui est ici, et qui me permet d'écrire en CSS. Et donc en fait, vous pouvez considérer que c'est équivalent d'utiliser cette option que de créer un fichier CSS séparé. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous expliquer, ce sera beaucoup plus clair pour vous je pense, vu qu'on voit les changements en direct et que comme ça vous avez accès, vous avez une vue sur le fichier HTML, le fichier CSS et donc le résultat en direct. Donc par exemple, pour que vous en soyez bien sûr, si je veux par exemple changer mon titre H2, j'ai qu'à mettre H2, donc j'ouvre les accolades et je change la couleur en vert, color, green. Et donc vous voyez bien que mon titre est bien en vert. Donc c'est exactement pareil. Donc considérez que c'est un petit peu comme si j'avais donc créé une fichier CSS séparé. Donc voilà donc pour les sélecteurs, les propriétés et les valeurs. Donc enchaînons maintenant avec les commentaires en CSS. Donc on a déjà vu que l'on pouvait commenter en HTML. Et bien cela est également possible donc en CSS. Et même plus qu'une possibilité, je dirais que c'est un devoir. Car en effet, donc les fichiers CSS sont très rapidement très longs, et beaucoup plus longs que les fichiers HTML, entre autres. Donc si vous ne commentez pas, vous serez très vite perdu. De plus, si vous distribuez votre code, encore une fois, je pense que la personne sera contente d'avoir quelques lignes de commentaires pour l'aider à trouver ce qu'elle cherche, au milieu de 2000 lignes de code. Alors pour écrire un commentaire en CSS, donc on se place en dehors des déclarations, et on doit tout simplement écrire donc un slash, étoile, et donc vous écrivez votre commentaire, par exemple je suis un commentaire CSS, et on referme avec une étoile et un slash. Et donc vous voyez que là ça apparaît en vert, alors dans la plupart des éditeurs de texte ça apparaît en vert, donc cette ligne est la ligne commentée, donc c'est un commentaire en CSS. Alors retournons maintenant à nos sélecteurs. Alors jusqu'à présent nous n'avons manipulé que des sélecteurs que l'on appelle sélecteurs simples, car ils correspondent en fait à des éléments HTML, comme par exemple ici H2, et des éléments HTML donc qui n'ont pas d'attributs. Donc ce type de sélecteur doit être préféré tant que possible pour des raisons d'optimisation et de performance du code. En effet, donc ces sélecteurs requièrent moins de code, sont donc moins gourmands en énergie, et ça fait donc que votre page s'affichera plus rapidement qu'avec des sélecteurs plus complexes. Alors le problème maintenant, c'est qu'on est quand même très limité avec des sélecteurs simples. En effet, donc comment peut-on faire pour appliquer un style différent à deux éléments de même type avec des sélecteurs simples? Par exemple, si vous voulez appliquer un style différent à deux paragraphes, ben, c'est tout simplement pas possible. Et c'est donc pour ça qu'on a créé donc deux attributs, qui sont les attributs class et ID. Alors class et ID sont deux attributs HTML qui ont été créés pour pouvoir appliquer différents styles à des éléments de même type. Class permet également donc de faire l'inverse et d'appliquer le même style à différents éléments choisis. Alors voyons tout de suite comment cela fonctionne.
Alors premièrement, on se place dans la balise ouvrante d'un élément HTML. Donc par exemple, si je me place dans la balise ouvrante de mon premier paragraphe ici, donc, et j'écris donc par exemple mon attribut classe, ensuite égale donc une valeur, comme pour tout attribut. Alors on peut choisir n'importe quelle valeur, le tout étant qu'elle ait du sens pour nous. Donc par exemple, pour le premier paragraphe, je peux choisir comme valeur, par exemple, premier P, donc pour premier paragraphe. Donc ça sera très bien. Ensuite, donc, on retourne sur notre fichier CSS, et cette fois-ci, on va devoir commencer notre déclaration par un point. Alors, à chaque fois qu'on utilisera l'attribut classe, il faudra utiliser un point au début de notre déclaration dans notre fichier CSS. Après le point, donc, on écrit la valeur de notre attribut, donc ici c'est premier P, et ensuite on écrit notre déclaration, donc comme on a l'habitude, tout simplement. Par exemple, si je veux encore une fois changer la couleur, color, et on va mettre du jaune cette fois-ci, yellow. Et donc vous voyez que cette fois-ci, il n'y a que mon premier paragraphe, donc qui est en jaune. Donc ce paragraphe-là, maintenant, possède un style bien à lui. Alors, voyons maintenant comment ça fonctionne avec l'attribut ID. Donc je vous ai dit qu'il y avait classe et ID. Donc on va commencer par faire la même chose, à savoir donc se placer dans la balise ouvrante d'un élément, par exemple le deuxième paragraphe d'en dessous. Et on va écrire l'attribut ID avec la valeur donc, que l'on souhaite. Par exemple ici, je vais écrire deuxième P. Alors, essayez de ne pas mettre de caractère spécial ni d'accent quand vous écrivez des choses comme ça. D'ailleurs, comme lorsque vous enregistrez un fichier ou quoi, je vous avais dit déjà de ne pas mettre d'espace. N'écrivez pas non plus donc, de caractères spéciaux ni d'accent, restez très simple. Donc deuxième P. Ensuite, donc, on retourne une nouvelle fois donc, sur notre fichier CSS. Et cette fois-ci, on va commencer non pas par un point, mais par un dièse. En fait, à chaque fois qu'on aura l'attribut ID, il faudra commencer par un dièse. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on utilisait déjà le dièse pour les encres, et en fait donc c'est le même ID qu'on utilisait pour les encres que celui qu'on utilise maintenant pour faire cela. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà un dièse donc, pour les encres, et il y a toujours un dièse ici, donc en fait c'est le même principe en gros. Hein. Donc retenez bien qu'avec ID, il y a toujours un dièse. Donc après le dièse, on va écrire la valeur qu'on a donnée à notre ID, donc ici c'est deuxième P, et on écrit ensuite donc notre déclaration comme on a l'habitude. Par exemple donc color, et on peut mettre lequel j'ai pas encore utilisé, rouge, red. Et donc vous voyez que mon paragraphe a une couleur rouge maintenant. Donc voilà, donc je vous ai dit que classe permettait également d'appliquer le même style à différents éléments. Alors comment? Tout simplement en attribuant la même valeur à deux attributs classe différents, et donc les éléments ciblés hériteront du même style. Alors comment ça marche en pratique? Donc ici par exemple, si je récupère ma valeur classe avec ma valeur premier P, donc je copie, et si je colle ça par exemple dans l'élément LI donc de ma première liste, voilà, vous voyez maintenant donc que mon premier élément, donc l'élément fraise, a le même style que mon paragraphe, donc jaune. Ce qui est normal puisqu'en fait donc, ces deux classes font référence donc, au même style ici, à la même déclaration. Donc ici on a du jaune et du jaune. Donc en fait c'est tout simple. Hein, Alors vous devez peut-être vous demander donc, pourquoi avoir créé classe et ID et pas que classe dans ce cas. Alors en fait il y a une différence entre classe et ID, une seule différence, c'est qu'un ID en fait avec une valeur précise ne doit être utilisé qu'une seule fois par page. Rappelez-vous en effet donc des encres, imaginez qu'on ait deux ID identiques, alors dans ce cas je vous demande où l'encre ramènerait-elle. Ça poserait donc des problèmes de code évidemment, puisque en fait l'encre ramènerait à deux endroits différents, donc on ne saurait pas. Et ID sera donc préféré pour les éléments uniques dans la page web, comme un logo par exemple. Donc vous utilisez un ID avec une valeur précise qu'une seule fois dans la page. Alors cependant, donc on est encore toujours un petit peu limité au niveau de nos sélecteurs, car on peut appliquer de style qu'à du contenu possédant des balises pour le moment. En effet, on ne peut pas pour le moment appliquer du style à un mot, par exemple au mot autre, donc autre donc plutôt au mot titre, donc de mon titre H3. On ne sait pas le faire pour le moment. Et donc c'est pour remédier à ce problème que l'on a créé deux nouveaux éléments HTML qui n'ont aucune valeur sémantique, mais qui servent seulement de conteneur. Ces éléments sont donc les éléments div et span.
Alors attention, comme je viens de le dire, div et span n'ont pas de valeur sémantique, ce qui va en fait à l'encontre même du rôle du HTML. Donc ce sont donc des éléments à n'utiliser que si vous n'avez pas d'autre choix. Il sera toujours apprécié de s'en passer lorsque c'est possible. Donc n'utilisez vraiment div et span que si vous n'avez pas d'autre choix. Alors comment on utilise les éléments div et span? On place tout simplement donc les balises autour du contenu auquel on veut donner un style, puis on applique les attributs classe ou ID avec une valeur comme on vient de le voir. Alors par exemple si on le fait autour de titre, par exemple, je vais utiliser l'attribut donc span, l'élément span pardon, span classe par exemple égale mot titre en valeur on va mettre, donc mot titre, ça fait beaucoup de T, hop, voilà, donc on n'oublie pas les guillemets des deux côtés sinon ça peut pas marcher, et donc ensuite on retourne sur notre feuille CSS, un point, la valeur donc qui est mot titre, on ouvre donc les crochets, et on va mettre par exemple donc color, il reste quoi comme color, purple, donc violet. Et donc vous voyez que j'ai mal fait les choses apparemment, parce qu'il n'y a pas... Ah oui, évidemment j'ai oublié de fermer la balise, ça peut pas marcher. Donc on ferme de l'autre côté du titre, et donc vous voyez que seul le mot titre maintenant est en violet. Autant pour moi, c'était mon erreur. Alors comme vous vous en doutez, il y a également une différence donc, entre les éléments, les deux éléments span et div. En effet, donc l'un est de type bloc et l'autre de type inline. Et on va voir tout de suite ce que cela signifie. En HTML, tout élément est soit un élément de type bloc, soit un élément de type inline. En l'occurrence, ici, div est un élément de type bloc, tandis que span est un élément de type inline. Alors, quelles sont les différences entre les éléments de type bloc et les éléments de type inline? Alors, les éléments de type bloc commencent tous sur une nouvelle ligne, c'est-à-dire qu'il y a un retour à la ligne d'effectuer à chaque fois qu'on utilise un élément de type bloc. Les éléments de type bloc occupent toute la largeur disponible et peuvent être imbriqués les uns dans les autres et peuvent également contenir des éléments de type inline. Maintenant, les éléments de type inline ne commencent pas sur une nouvelle ligne, mais s'insèrent donc dans la ligne actuelle, occupent seulement la largeur nécessaire et peuvent contenir d'autres éléments de type inline, mais ne peuvent pas contenir des éléments de type bloc. Alors, voyons tout de suite quelques exemples d'éléments de type inline ou bloc afin que ce soit plus clair pour vous. Donc, par exemple, l'élément P est un élément de type bloc. On a déjà dit qu'à chaque fois qu'on utilisait un élément P, on avait un retour à la ligne. Les éléments EM, strong et mark sont des éléments de type inline. On a bien vu que lorsqu'on utilisait les balises EM, strong ou mark à l'intérieur d'un élément P, il n'y avait pas de retour à la ligne. Les éléments H1, H2, H3 sont des éléments de type bloc. Ensuite, on a les éléments header, article et footer qu'on n'a pas encore vu mais qui sont des éléments structurels du HTML5 et qu'on va voir donc dans la suite du cours qui sont des éléments de type bloc. OL, UL et DL, donc les éléments de type list, sont également des éléments de type bloc. L'élément table aussi, pardon, donc l'élément tableau, et les éléments A, donc pour le lien, et IMG pour image, sont des éléments de type inline. Donc je vous donne ces quelques éléments en tant qu'exemple, sachant que c'est les éléments les plus utilisés. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, à voir les autres éléments, mais de toute façon, on va les apprendre au fur et à mesure dans la suite du cours. Alors, la distinction entre éléments de type bloc et inline doit peut-être vous paraître un petit peu floue pour le moment. C'est tout à fait normal, je pense, à votre niveau, mais faites l'effort donc de retenir les différences entre ces types d'éléments, car cela va être tout à fait crucial en fait dans la suite pour mettre en forme des pages web et notamment pour arranger la disposition des différents éléments. Alors, restons encore un peu donc, dans ce monde merveilleux des sélecteurs, et nous allons donc maintenant voir ensemble quelques sélecteurs avancés. Alors, les sélecteurs avancés sont véritablement, on peut dire, ce qui fait la force du CSS, car en effet, on va pouvoir cibler des contenus très précisément. Alors, tout d'abord, il est possible de sélectionner tous les éléments donc d'une page grâce au sélecteur universel étoile. Donc si vous utilisez étoile donc, comme sélecteur dans une page CSS, vous pouvez cibler tous les éléments et appliquer un style à tous les éléments d'une page. Si vous voulez appliquer un style aux éléments A et B, par exemple un élément de type paragraphe et un élément H2, vous n'aurez qu'à écrire A, B, donc P, H2 par exemple. Et ensuite votre déclaration CSS. Maintenant si vous voulez sélectionner donc, et appliquer un style à un élément B contenu dans un élément A,
vous devrez écrire tout simplement AB, donc le nom des deux éléments l'un après l'autre, avec l'élément conteneur tout d'abord et l'élément contenu en second. Donc pour sélectionner maintenant le premier élément B suivant un élément A, vous écrirez A plus B. Pour sélectionner tous les éléments C possédant un attribut en particulier, vous écrirez C et attribut entre crochets. Pour sélectionner tous les éléments D possédant un attribut en particulier et une valeur exactement, vous écrirez D et entre crochets attribut égale valeur. Enfin, pour sélectionner tous les éléments E possédant un attribut en particulier et une valeur, vous écrirez E et entre crochets attribut étoile égale valeur. Alors ce ne sont que quelques-uns des sélecteurs avancés qui existent. En effet, il en existe beaucoup plus et certains qui sont beaucoup plus performants. Je ne vous ai présenté ici donc que les sélecteurs les plus utilisés et les plus connus. Si ce sujet vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller notamment sur le site du W3C, donc qui répertorie tous les sélecteurs HTML existants. Donc pour le moment, retenez juste donc, que ces sélecteurs existent. Alors, je ne vais pas vous demander de les apprendre tous par cœur, hein, mais retenez qu'ils existent et que vous pouvez vous en servir au besoin, et qui peuvent donc être un très très gros atout donc, pour la présentation de vos pages. Et donc j'aimerais terminer cette introduction au CSS en vous parlant de la notion d'héritage. Alors on dit que les éléments HTML héritent des classes de leurs parents, et c'est d'ailleurs pour ça que le CSS s'appelle Cascading Style Sheet, donc feuille de style en cascade, c'est de là que vient le nom cascade. Alors cela veut dire en fait que par exemple si vous appliquez un style à l'élément, disons, à l'élément body d'une page HTML, tous les éléments contenus dans l'élément body, donc par exemple les éléments H1, H2 ou P que vous aurez mis, vont hériter donc des styles de l'élément body. Alors en cas de conflit, donc vous devez vous demander ce qui se passe si par exemple à l'élément body on applique une color bleue par exemple et qu'à un paragraphe on applique une color red, comment ça va se passer car en fait les deux styles vont rentrer en conflit. Donc en cas de conflit en fait le style le plus proche de l'élément en question va être appliqué. Donc pour le paragraphe en question par exemple ce sera donc le color red qui est attaché à l'élément P. Alors on peut illustrer ça tout de suite avec un exemple, donc en reprenant donc notre éditeur de texte ou JSBean, donc moi je vais utiliser JSBean. Donc je peux appliquer un style à mon body, donc body. Par exemple si je veux faire color gray, donc couleur grise. Donc vous voyez bien que tout s'est mis en gris, sauf les paragraphes, en fait il y avait déjà un style. Car en effet, donc là le style est plus proche donc, du paragraphe que le style body. Donc lorsqu'il y a un conflit, en fait, c'est le style le plus proche donc, de l'élément en question qui est appliqué. Le style le plus proche du contenu en question qui est appliqué. Donc c'est tout simple. Donc retenez bien cette notion d'héritage qui est vraiment cruciale donc, dans la compréhension du langage CSS. Donc voilà pour notre introduction donc, qui se termine ici. Et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, donc pour la partie 2 de notre cours complet sur HTML et CSS. D'ici là, apprenez bien et à la prochaine.